Donc, j'appelle à la barre Monsieur Meillac, biomarqueur ou bioacteur dans la pathologie vasculaire. Donc, merci de respecter vos temps de parole. Pas de souci. Donc, merci beaucoup. Merci à Gilles et Ruben pour l'invitation. Merci aux modérateurs et à vous tous d'être là si tôt ce matin. Pour entendre parler de HDL que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas complètement. Et pour faire un petit point, savoir si en pathologie vasculaire, est-ce qu'ils participent vraiment de cette pathologie ou bien ce sont de simples biomarqueurs que l'on peut utiliser pour prédire ou pas un risque vasculaire. Donc les HDL, c'est quoi? Alors j'ai mis les HDL au pluriel parce que les HDL, il y a plusieurs sous-fractions de HDL qui ont tout d'abord été découverts par rapport à leur densité, puisque les HDL, en fait, ça signifie High Density Lipoproteins, et en fonction de leur densité dans le plasma par ultracentrifugation, on a pu, dans les premières études, détecter des HDL de densités différentes et de tailles différentes. Et vous voyez que ce sont les plus petites et les plus denses de toutes les lipoprotéines, et que leur fonction, au moins la plus connue, est de transporter des molécules fortement hydrophobes, comme les esters de cholestérol, ce qu'on dit de manière classique, des tissus périphériques vers le foie pour l'élimination et la clairance du cholestérol. Donc vous voyez que ce sont les petites et les denses, mais d'autres classifications sont intervenues depuis les années 60 où elles ont été mises en évidence et classiquement décrites par ultracentrifugation. Des classifications qui se font par leur migration dans des gels d'électrophorèse. Vous voyez qu'on arrive à avoir des HDL, certes, qui sont petites et denses, mais on comprend mieux parce qu'elles sont en fait beaucoup plus riches en protéines que les HDL plus matures, qui sont remplis de lipides et en particulier de cholestérol. Et vous avez ces classifications donc en fonction de leur migration. On parle de pré-bêta, de alpha, tout ça c'est leur migration dans des gels d'électrophorèse. D'autres classifications utilisent les protéines qui sont associées au HDL, comme l'apolipoprotéine A1, qui est la lipoprotéine majoritaire des HDL, et celles qui ont A1 plus A2. Maintenant, il existe aussi d'autres techniques permettant de mesurer la taille des HDL, et notamment par RMN, résonance magnétique nucléaire. Donc c'est un petit peu complexe et vous probablement ce que vous connaissez le mieux c'est le HDL, pas les HDL mais le HDL cholestérol. Et pour petit rappel, c'est comment on arrive à des valeurs de HDL cholestérol. C'est assez simple, on part de sérum ou de plasma, on va doser le cholestérol total. Sur une fraction du plasma, on va précipiter tout ce qui n'est pas HDL, à savoir VLDL et LDL, en utilisant souvent du sulfate de dextran ou du phosphotungstate. Ça se passe dans les labos, classiquement. Et dans le surnageant, tout ce qui n'a pas précipité au fond du tube, on redose le cholestérol et on dit, puisque ça n'a pas précipité, ça doit être du HDL. Voilà. Alors c'est pire pour le LDL quelque part, parce que quand on arrive au bilan lipidique, il y a un aspect du sérum, on a donc le cholestérol total, le surnageant n'ayant pas précipité, on dit c'est du HDL cholestérol, et le LDL, la plupart du temps, il est calculé, c'est-à-dire qu'on utilise une formule, la formule de Friedewald, qui est utilisée lorsque le taux de triglycérides n'est pas trop élevé, pour dire que c'est le cholestérol total moins le HDL cholestérol moins les triglycérides divisé par 5. Donc en fait, on a une approximation finalement de ce qu'est le HDL cholestérol, en se disant c'est vaguement le cholestérol total qui n'a pas précipité avec les autres lipoprotéines, donc qui doit être contenu dans les HDL. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez, qui rapporte en fait des taux de HDL cholestérol, dans l'étude de Framingham, cette ville américaine d'environ 5000 sujets, on va dire, qui ont été suivis sur 3 générations. Et ce qu'on a vu en dosant le HDL cholestérol, c'est que finalement, il fallait la combinaison de taux faibles de HDL, que vous voyez ici, sur les barres rouges, et de taux élevés de LDL
pour arriver à bien prédire en fait le risque ici de maladie coronarienne. Ils sont attachés à des hommes âgés de 50 à 70 ans. Donc c'est vrai que cette étude fait encore référence, il y a le score de Framingham, il y a cette étude de Framingham qui a montré en disant les LDL c'est pas bon et les HDL d'en avoir peu c'est pas bon non plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour les LDL? C'est assez classique finalement parce que les LDL, on a eu des molécules qui pouvaient faire baisser les taux de LDL et on avait une diminution des événements cardiovasculaires. L'histoire des HDL est beaucoup plus complexe parce que on n'est pas dans ce cas de figure-là et il y a pas mal d'études qui ont essayé de faire baisser le HDL cholestérol augmenter le HDL cholestérol avec plus ou moins de succès. Alors je ne vais pas vous faire le métabolisme des HDL, mais c'est juste pour que vous compreniez les différentes approches thérapeutiques qui ont pu être utilisées pour essayer de faire monter les HDL. Donc globalement, la polypoprotéine A1, qui est la protéine majoritaire des HDL, est produite par le foie et l'intestin. Elle va s'associer avec des phospholipides et du cholestérol libre pour former des pré-bêta-HDL, donc on va dire des sacs vides de cholestérol. Il n'y a quasiment pas de cholestérol, très riche en ApoA1. Et il y a plusieurs types de récepteurs ou d'accepteurs qui vont faire que les cellules qui sont gorgées en cholestérol, comme les macrophages des plaques, vont pouvoir donner leur cholestérol à ces HDL. Toujours pareil, c'est pas clair. Pour les LDL, vous avez un récepteur au LDL. Pour les HDL, il y a plusieurs types de récepteurs ou d'accepteurs, ABCA1, SRB1, ABCG1, qui sont capables de recevoir du cholestérol. Et il y a des enzymes qui vont estérifier ce cholestérol, le rendre encore plus hydrophobe pour qu'il rentre bien profondément à l'intérieur du sac de HDL. Les HDL peuvent ensuite retourner vers le foie et c'est comme ça que le cholestérol va être éliminé par voie biliaire. Donc ça c'est la voie, on va dire, directe qui permet l'élimination du cholestérol, le transport inverse du cholestérol. Mais il y a une voie alterne qui utilise la CETP, qui va transférer en fait des esters de cholestérol, des HDL, vers d'autres lipoprotéines plus hétérogènes que sont VLDL, IDL ou LDL. Et c'est en essayant de cibler cette enzyme qu'on s'est dit d'abord, eh bien, on va bloquer la CETP et on va faire en sorte qu'il y ait plus de HDL cholestérol, comme c'est le cas chez les souris par exemple qui n'ont pas du tout de CETP et qui transportent tout leur cholestérol vers le foie en utilisant cette voie des HDL. Donc il y a eu des études qui ont visé à bloquer cette CETP. Ces études-là, vous les connaissez. Alors j'ai pas mis l'intégralité des molécules qui ont été utilisées, mais j'ai mis par exemple l'histoire du dalcetrapib, sachant que le torcetrapib, lui, avait des événements, il y avait des événements cardiovasculaires et de mortalité qui étaient indépendants de ses effets, donc l'étude a été arrêtée direct. Le dalcetrapib, lui, permettait une augmentation du taux de HDL cholestérol, mais le risque de récidive était exactement le même. Échec, on s'est dit, c'est pas bon, ça marche pas, de faire monter le HDL cholestérol, ça n'a pas d'effet sur les événements. Donc quand même chez Roche, ils se sont dit on va essayer de regarder parce qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui répondent assez bien au dalcetrapib. Et ce qu'ils ont fait, ils ont regardé en fait les polymorphismes de certains gènes dans une population qui répondait bien, chez lesquels on avait une protection et un nombre d'accidents qui était limité. Et ils ont vu que ceux qui avaient un certain nombre de polymorphismes dans le gène d'une enzyme qu'on appelle ADCY9 avaient moins d'événements et une taille des plaques qui était diminuée. Le problème, c'est que le profil lipidique n'était pas tellement changé et que finalement, ce n'était pas tellement en rapport avec le taux de HDL. Ils l'ont testé pour d'autres molécules inhibitrices de la CETP, qui est l'anacetrapib et l'evacetrapib, et là, ce polymorphisme de ce gène-là n'avait aucun effet sur les événements cardiovasculaires associés à l'inhibition de la CETP par ces deux molécules. Donc, la perspective pour ces inhibiteurs, c'est peut-être pour le dalcetrapib d'aller vers de la pharmacogénomique et de sélectionner les patients chez qui ça pourrait fonctionner éventuellement.
Il y a aussi eu des études dans les années 2000 de randomisation mendélienne. Alors c'est un petit peu compliqué, mais il faut voir qu'ils ont regardé en fait les gènes qui avaient un impact sur le profil des lipides et en particulier sur les taux de HDL. Donc ils ont trouvé 48 polymorphismes qui faisaient varier les taux de HDL cholestérol. Alors, il y en avait 29 qui étaient aussi associés aux modulations de triglycérides et LDL cholestérol, donc ceux-là, ils les ont écartés. Et ceux qui étaient spécifiques, qui faisaient monter le HDL, il en restait 19. Et quand on regarde les événements incidents ou prévalents, parce que c'est une méta-analyse, eh bien, pas d'effet de ces polymorphismes qui pourtant avaient un effet sur les taux de HDL. Donc on s'est dit, ça y est, c'est la mort complète des HDL. Le HDL, ça ne marche pas dans la maladie cardiovasculaire. Alors il y a quand même qui ont un petit peu insisté et qui se sont dit, mais si on infusait des HDL plutôt que de faire monter pharmacologiquement les taux, peut-être que ça va fonctionner. Donc ils ont infusé des HDL reconstitués chez des gens. Première étude, Serenis, une boîte française basée à Toulouse. Alors il y avait quelques petits effets, mais seulement pour ceux qui avaient des plaques de 30% déjà constituées. Donc l'athérome représentait 30% de la plaque. Et un petit effet à 3 mg par kilo, donc c'était même pas dose dépendant. Et quand ils l'ont fait sur une grosse étude, cette fois-ci avec la dose qui fonctionnait et pendant 10 semaines, eh bien, ils ont vu 0 effet. Donc très décevant l'injection de HDL reconstitué. Il y a encore une étude qui est en cours, qui est notamment qui est montée par CSL Behring. Ils ont montré dans une première étude de faisabilité que c'était bien toléré. C'est 2 injections par semaine de 6 grammes de HDL qui a pour effet d'augmenter par 2 la concentration d'ApoA1 dans le plasma des patients. Ça augmente aussi les flux de cholestérol. Et ils sont en cours sur 17 400 patients d'injecter à la dose maximale une fois par semaine. Et pendant 4 semaines, c'est la moitié de ces 17 400 patients. Ils vont regarder les événements cardiovasculaires pendant les 3 premiers mois. Donc c'est une étude dont on attend les résultats pour dans 2 ans. J'étais au congrès récemment à Valence et ils veulent aller assez doucement pour voir si... Et là, le endpoint, c'est vraiment les événements cardiovasculaires, c'est pas la taille de la plaque. Donc, c'est un peu décevant quand on s'intéresse en fait au HDL cholestérol et à l'infusion de HDL. Mais les HDL ont des effets péliotropes, c'est-à-dire qu'au-delà de transporter le cholestérol, elles ont des effets antioxydants, anti-inflammatoires, anti-apoptotiques, antithrombotiques, ça marche un petit peu pour tout, et même anti-infectieux. D'où l'idée de s'intéresser à la fonctionnalité des HDL. Donc, plutôt que de dire il y a un taux de cholestérol, il est haut, il est bas, on se demande si ces HDL sont fonctionnels ou pas. Donc on a regardé dans un certain nombre de pathologies, et notamment dans l'AVC, et ces HDL sont dysfonctionnels, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de baisse de HDL cholestérol, mais elles ne fonctionnent pas. Elles perdent leur activité anti-inflammatoire et antioxydante. C'est ce qu'on montrait ici, où quand on regarde, on fait un stimulus pro-inflammatoire en gris, les HDL de contrôle en blanc protègent bien, les HDL de patients AVC protègent moins bien sur un certain nombre de molécules. Donc une diminution significative des taux de leur fonctionnalité anti-inflammatoire, mais aussi de leur fonction antioxydante, parce que les HDL ont des fonctions antioxydantes, elles inhibent notamment l'oxydation des LDL. Les patients avec AVC ont moins de protéines antioxydantes qui sont associées et plus de protéines pro-oxydantes. Globalement, elles ont donc une capacité antioxydante complètement diminuée. C'est vrai pour l'AVC, c'est vrai pour l'anévrisme de l'aorte abdominale. Alors pour l'AVC, ce qu'on a fait, on a supplémenté dans un modèle chez le rat à la phase aiguë de l'AVC. Donc là, on est très loin du HDL cholestérol. On utilise les HDL pour leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Et on montre que l'injection à la phase aiguë de l'AVC réduit significativement la mortalité, ce que ne font pas les LDL, et le volume d'infarctus. Donc ça, c'est vrai dans un modèle chez le rat.
et en présence ou pas de RT-PA. On a montré aussi que les HDL étaient dysfonctionnelles chez les patients porteurs d'un anévrisme de l'aorte abdominale, où elles avaient une capacité limitée à réduire l'oxydation des LDL. Elles avaient toujours ces enzymes pro-oxydantes qui étaient surexprimées à leur surface. Et du coup, les HDL de patients anévrismaux étaient dysfonctionnels. Pour terminer, parce que je pense que mon temps est terminé, quand on utilise la thérapie HDL dans un modèle chez le rat, on montre que le volume d'anévrisme est significativement diminué et que le thrombus d'anévrisme est largement pacifié avec des signes de cicatrisation très importants. D'où l'idée d'utiliser les HDL, non pas de faire monter des taux de HDL, mais de les utiliser ponctuellement et dans des situations aiguës ou subaiguës comme des vecteurs en fait, de molécules thérapeutiques. Et c'est ce qu'on essaie de faire en modifiant ces HDL avec des protéines protectrices comme de l'alpha-antitrypsine qui vont inhiber notamment l'élastase leucocytaire et l'utiliser dans des situations qui sont hors maladie cardiovasculaire comme le sepsis, l'emphysème pulmonaire ou des situations d'ischémie. Donc pour finir, le message qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas que le HDL cholestérol, même s'il est associé à une cardioprotection. Probablement, il va falloir se tourner pour savoir si elles ont un vrai rôle vers leur fonctionnalité, mais on ne sait pas le doser de manière... en clinique, en tout cas, c'est très compliqué. Ces HDL ont des effets pléiotropes, on peut les améliorer, et dans l'avenir, on peut imaginer qu'elles puissent avoir une application dans les pathologies infectieuses. Merci de votre attention. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, sur l'ordinateur? Non, je n'avais pas vu. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, l'histoire du HDL, en fait, les médecins et les patients se sont emparés du HDL, puisque ça résout tous les problèmes. Vous leur dites, il faut prendre une statine parce que vous avez un LDL, etc. Ils me disent, mais docteur, vous n'avez pas compris le LDL. C'est pas ça, le docteur m'a expliqué, c'est le HDL. Et moi, j'ai du bon cholestérol, donc je ne prends pas de traitement. En fait, autant le LDL, ils n'ont jamais compris ce que c'était, ils ne connaissent pas les normes, mais par contre, le bon cholestérol, ça marche. Alors ça marche, mais le problème c'est que ça reste probablement un marqueur. Et est-ce qu'il est fonctionnel chez les gens qui sont en situation pathologique, c'est la question. Mais personne ne s'intéresse au dosage et à la fonctionnalité des HDL. Pour le faire sur des études dans des laboratoires, on isole les HDL par ultracentrifugation, on les met sur des cellules en culture. Vous imaginez bien que ce n'est pas des tests qu'on peut faire en routine chez des patients. Donc là, il faut vraiment développer des tests que l'on peut utiliser à large échelle pour pouvoir évaluer cette fonctionnalité des HDL. C'est vrai qu'en pratique clinique, restons quand même essentiellement sur le LDL cholestérol. Donc ce superbe topo que tu as fait, j'ai enfin compris le HDL, ne doit pas remplacer le fait que c'est le LDL cholestérol, et les dernières recos le montrent bien, avec des seuils très très bas. Et le HDL, sur le plan thérapeutique, on est un petit peu limité sur les molécules, on est un petit peu limité sur l'effet des molécules sur les événements cardiovasculaires. Donc peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, donc c'est très passionnant ce que tu présentes, et peut-être que dans quelques années, on aura un tout autre discours sur le HDL cholestérol. C'est vrai que les patients préfèrent avoir du bon quelque chose que du mauvais quelque chose qu'il faut traiter. Donc du bon quelque chose, ça veut dire que même si j'ai 20 kilos de trop, j'ai du bon cholestérol, donc tout va bien. La tendance actuelle, puisqu'il y avait un congrès, peut-être le dernier, si l'étude de CSL Behring ne fonctionne pas, je pense que ça sera le dernier congrès HDL, où la tendance était de dire que probablement leur fonction primaire n'est pas de faire le transport reverse du cholestérol, mais d'éliminer des composants bactériens, en particulier le LPS, puisqu'elles lient et elles inhibent le LPS. Et quand on regarde des patients septiques, vous avez une chute du HDL cholestérol drastique,
drastique. Ça peut même prédire le devenir du patient septique. Et quand on utilise des HDL, il y a une question au fond là-bas, quand on utilise des HDL dans un modèle de sepsis chez la souris, eh bien on arrive à retarder la mortalité chez la souris. Donc peut-être que l'avenir des HDL, ça sera en aigu et en infectieux et pas du tout en cardiovasculaire. Oui, je voulais. Tu as parlé de la fonctionnalité des HDL. Est-ce que tu as étudié le HDL qui augmente avec l'activité physique et en particulier ses fonctionnalités en fait justement est-ce qu'elles sont différentes par rapport à ce que tu as montré? C'est une très bonne question. Alors nous, on ne l'a pas fait au sein du laboratoire, mais les études montrent effectivement qu'il y a plus de HDL chez les gens qui font de l'activité physique et qu'elles ont un pouvoir antioxydant augmenté. Donc il y a une fonctionnalité qui est augmentée qui va avec. Il y a autre chose qui augmente le HDL cholestérol, c'est l'alcool, mais bon, ça on ne communique pas trop dessus. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui s'est intéressée à la fonctionnalité des HDL chez les alcooliques. Mais en tout cas, en situation de sport, oui, les HDL sont beaucoup plus fonctionnelles. Elles ont un turnover qui est augmenté, sous-entendant qu'elles sont plus efficaces dans la clairance du cholestérol ou même d'autres éléments potentiellement bactériens qui peuvent aussi avoir un lien direct ou indirect avec des pathologies cardiovasculaires. Donc quand tu as un HDL bas, il vaut mieux faire de l'activité physique que de se faire injecter du HDL À l'heure actuelle, oui. Je pense que c'est ce qui marche le mieux, avoir un chien et le promener. Boire un petit coup de temps en temps et voilà. Et améliorer la fonctionnalité de ces HDL, oui. C'est bien, le message est passé du chien. Donc. L'intelligence animale. Bien, merci. Super.